Effectivement, et on va travailler maintenant, on va accueillir, pardon, Uriel, qui va pouvoir nous présenter son projet. Uriel est un entrepreneur disruptif et passionné par le développement durable et qui est passé par plusieurs maisons avant de fonder Maison Standard, il y a plus de 10 ans déjà, mais tu nous en parleras un peu mieux que moi. Et en 2020, tu as décidé de te lancer dans un autre challenge assez intéressant et encore plus important à mon sens, la création d'Annie, une nouvelle marque de denim basée sur le zéro déchet et l'upcycling dont tu vas pouvoir nous parler. Je te laisse du coup prendre la parole et nous expliquer un petit peu ce projet-là, sachant que je vais pouvoir présenter effectivement en même temps le site internet de Annie sur lequel on va pouvoir naviguer pendant que tu nous en parles. Alors, je vais mettre ça en place. Normalement, vous devriez voir mon écran aussi. Bonjour Voilà. Stéphane, merci de me donner la parole et merci de m'inviter à parler avec vous aujourd'hui. Vous m'entendez bien? Oui. Super. J'ai une expérience, moi, de 20 ans dans la mode et donc j'ai pu voir beaucoup de choses. J'ai dirigé des maisons pendant une douzaine d'années avant, effectivement, comme tu précisais tout à l'heure, de lancer un concept novateur à l'époque, en 2012-2013, Maison Standard. J'en parle rapidement parce que c'est un concept qui est à l'époque assez intéressant et qui parle encore aujourd'hui, je pense, à une bonne communauté, puisque le concept consistait à parler de transparence. Et ce qui m'a intéressé, moi, après avoir dirigé des maisons, c'est de tirer des leçons de mes observations dans l'industrie, d'essayer de décrypter et de comprendre comment l'industrie pouvait évoluer et comment réparer ces dysfonctionnements. Je suis arrivé dans le monde de l'industrie de la mode par un biais un peu atypique. Je suis avocat de formation, j'ai fait l'école de commerce et puis aujourd'hui, je suis absolument dans le produit, ce qui prouve qu'on peut vraiment évoluer dans la façon de travailler dans la mode et que, comme les muscles, les compétences et les expertises se développent de manière assez surprenante parfois. J'ai été intéressé par la désintermédiation avec Maison Standard. Ce qui m'intéressait à l'époque, il y a 10 ans, c'était d'arriver à proposer aux clients un produit avec une valeur plus juste, c'est-à-dire des marges qui sont réduites, un prix qui paraît plus honnête, et puis surtout une transparence sur la façon de travailler. On en parlait puisque dans l'économie circulaire, c'est évidemment au cœur du sujet, la transparence, puisqu'on parle évidemment aussi de greenwashing, on parle de la façon de communiquer des marques. Il s'agissait pour moi de parler de deux choses fondamentales. La première, c'était le prix, puisque c'était au cœur de mon sujet. Comment justifier un prix accessible? Souvent, on considère que le prix est le reflet de la qualité ou le reflet d'une valeur ajoutée très forte. Et il s'agissait pour moi de montrer que sur la question des essentiels, des produits permanents, qui étaient Maison Standard, le territoire de basique finalement, comme on les appelle aujourd'hui, des essentiels, c'était des produits qui avaient une valeur relative, qui pouvaient être faits de manière très qualitative en France, ou plutôt en Europe, je dirais, ou proche de l'Europe. Je pense par exemple évidemment au Maghreb, qui est aujourd'hui une plateforme importante pour la production, comme le Portugal, comme l'Espagne, comme l'Italie. Sorti d'usine, un jean, par exemple, pour prendre l'exemple, valait environ 20 euros. Il était revendu souvent 10 fois sa valeur, 12 fois sa valeur. Maison Standard proposait de le vendre à 2 fois et demi sa valeur ou 3 fois sa valeur, ce qui revisitait un petit peu la façon de travailler et de proposer un produit aux clients. Et comment on le faisait? Ben, tout simplement ce qu'on appelle la désintermédiation, c'est-à-dire de couper les intermédiaires, d'aller directement vers le client, ce qu'on appelle les DNVB. Et les entrepreneurs se sont beaucoup lancés, moi aussi, dans ce créneau qui nous intéressait puisqu'il permettait à beaucoup de monde finalement de créer sa marque en ligne et de créer sa marque directement vis-à-vis d'une communauté en lui parlant et en lui donnant des nouveaux codes finalement et une nouvelle expérience de marque. La transparence permet aussi, au-delà du prix, de parler des fabricants, de parler des ouvriers, de parler des hommes et des femmes qui fabriquent nos produits. Et il y a eu beaucoup de campagnes depuis qu'on a tous vu sur Who Made My Clothes, etc., qui nous permettaient effectivement de mettre en avant ce qu'on appelle dans la couture les petites mains, mais ce qu'on appelle dans les usines les ouvriers, et en tous les cas, la plupart des intermédiaires qui travaillent dans notre métier, que ce soit la couture, que ce soit au montage, que ce soit les modélistes, pour montrer qu'en fait, un produit, d'abord, c'est complexe, hein, c'est complexe à faire, c'est complexe à concevoir et à fabriquer, et qu'effectivement, derrière la marque, il y a tout un écosystème qui mérite d'être mis en valeur parce que ça donne aussi au produit. La transparence a, je pense, une vertu qui est
d'expliquer au client et d'éduquer le client, mais elle a aussi un point de vue, je dirais, marketing, évidemment, puisqu'elle permet également de donner un justificatif ou d'expliquer pourquoi le produit a de la valeur. Et c'est ainsi que même des usines en Chine, pourtant une destination qui est considérée comme étant complexe et éventuellement parfois peu transparente ou éventuellement à bas coût, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs, permettait de montrer qu'en fait une usine, indépendamment de son implantation et de sa géolocalisation, avait parfois des atouts et qu'il fallait les mettre en avant. Voilà, donc c'était vraiment le sujet de Maison Standard, la transparence et l'éthique, c'est-à-dire un certain système de valeurs pour travailler. Pendant 10 ans, j'ai développé la marque Maison Standard, d'abord seul, ensuite avec une équipe. Et évidemment, on a tous besoin d'une équipe à la fois en conception de produits, en marketing, en beaucoup de choses. Mais il y a ensuite un fonds d'investissement qui m'a rejoint et on a eu un certain nombre d'expertises qui se sont ajoutées à nos métiers, qui nous ont permis de développer. Depuis 10 ans, évidemment, le marché a beaucoup évolué puisqu'on est passé d'un système où on pensait tous que le digital allait devenir le roi, que le retail était mort, puis finalement, non, le retail n'est pas mort. Le retail a été important à la fois chez Maison Standard depuis, au bout de 3-4 années, on s'est tous aperçus qu'on avait besoin d'une expérience client et on avait besoin d'une expérience client forte en boutique et on avait également besoin de trouver une forme d'investissement client ou en tous les cas d'acquisition client qui soit moins chère et moins difficile et moins complexe à comprendre que celle que de proposer le marketing digital. C'est toujours le cas aujourd'hui. Je pense qu'on se situe dans un moment où on a tous compris que finalement, il y a un certain nombre de canaux qui vont nous aider à développer une marque, que ce soit le wholesale traditionnel, que ce soit le retail, que ce soit le digital et aujourd'hui Instagram, les réseaux, etc. Cette expérience m'a beaucoup apporté et elle m'a beaucoup construit, à la fois sur la question des collections, puisque j'avais mis beaucoup de valeurs personnelles dans le projet. On parlait d'engagement. Si je fais le métier d'entrepreneur aujourd'hui dans la mode, je pense qu'il faut beaucoup d'engagement, en tout cas beaucoup de passion pour le faire, parce que c'est un métier difficile. C'est un métier où on n'arrive pas forcément au rythme où on voudrait développer, où on a beaucoup de contraintes. Et au final, entre le fantasme de la mode, le fantasme de la marque et la réalité, il y a beaucoup d'écarts, mais qui sont en général comblés ou compensés par la passion et l'engagement qu'on met. Le système de maison standard, finalement, avait une innovation, c'était la désintermédiation. Au-delà de ça, il y en avait peu, c'est-à-dire qu'on produisait, on créait de manière assez traditionnelle des vêtements en usine, proches autant que possible, parfois de manière très honnête, et on le disait déjà, on le dit encore aujourd'hui chez Maison Standard, il y a un système de géographie de la mode. On parle beaucoup du Made in France, mais d'une certaine manière, il faut bien comprendre, pour ceux qui font la mode, je pense que tous ceux qui participent ici à nos sujets en sont conscients. Il y a des pays où on fabrique du denim, mais il y a des pays où on fabrique des imperméables, des trenchs et des produits techniques. C'est la Chine, par exemple. Il y a des régions comme l'Europe de l'Est où on fabrique des pièces à manches et il y a des régions comme le sud de l'Europe où on fabrique du jersey. Donc ça, c'est des choses qui sont assez implantées et le réveil du Made in France ne peut pas combler tout cela, évidemment. D'ailleurs, lorsque j'ai voulu créer Maison Standard et également Annie en 2020, eu cette intention d'aller me diriger vers le tissu industriel français, vers les entrepreneurs français, avec beaucoup de difficultés et en général un taux d'échec important, je dois l'avouer, pour des raisons multiples, une incapacité, un système et un réseau qui n'est pas assez développé, des fabricants qui ne sont pas disposés à nous aider complètement et je crois que s'il existe et j'en ai eu l'occasion pour des marques comme Pierre Hardy ou pour des marques comme Barbara Buis de travailler beaucoup en Italie, par exemple, et je voyais une filière qui s'entraidait beaucoup. Je me souviens qu'il y avait des fabricants qui, lorsqu'ils n'étaient pas capables de produire l'ensemble de notre production, allaient se diriger vers des partenaires locaux ou vers des artisans qui étaient juste à côté et ils partageaient la production. En France, on est dans un système où finalement, il y a une forme de domaine réservé et c'est difficile de rentrer dans ce système. Malgré tous les discours ambiants, le Made in France est une idée très difficile à développer et très difficile à engager pour les marques. Après Maison Standard en 2020, l'idée m'est venue d'aller de manière plus radicale dans le sujet de la mode et d'arriver
En fait, pour le dire autrement, je crois qu'à un moment donné, lorsqu'on travaille depuis longtemps dans la mode, on en a parfois soit marre, soit on n'arrive pas à trouver exactement la trame pour le faire exactement comme on le voudrait, pour être intègre dans son sujet. Moi, par exemple, chez Maison Standard, j'ai rencontré des obstacles avec le fonds d'investissement qui avait investi chez moi parce qu'on n'était pas forcément d'accord sur la vision d'entreprise ou sur la transparence. La transparence peut gêner lorsqu'on dit beaucoup de choses. Elle peut également gêner lorsqu'on rentre dans un système qui va défaire un écosystème qui tient déjà bien aujourd'hui. Je pense par exemple à la question de la saisonnalité. Chez Maison Standard, j'avais cassé la saisonnalité parce que j'estimais que les produits intemporels n'avaient pas de saison. Et par ailleurs, ils n'avaient pas de solde non plus. Ils avaient un prix fixe toute l'année qu'on appelle le prix juste, mais un prix juste ne se revoit pas au mois de janvier, puis au mois de mars, puis au mois de juin. Donc un prix juste, c'est un prix juste toute l'année. Et tout le but pour nous, c'était d'éduquer le client pour arriver à le faire comprendre que ce prix juste était un prix permanent. Lorsqu'on rentre dans une idée de saisonnalité, ça veut dire qu'il y a des stocks qui vont devoir être évacués à la fin de la saison, qu'on va devoir épurer pour ensuite remplacer par des nouveautés et animer la saison, comme on dit. Et ben, ce système-là, évidemment, il défait le concept radical de la non-saisonnalité. De la même manière, quand j'ai voulu faire de l'upcycling chez Maison Standard, j'ai rencontré des obstacles parce qu'il s'agissait de travailler en usine et que les usines ne sont pas disposées aujourd'hui de manière assez facile à travailler l'upcycling. Donc, il faut le dire, moi, quand j'ai commencé aussi Annie, c'est parti d'un principe. Alors, Annie, c'est le nom de ma mère. Pour être très clair, l'idée, c'était d'arriver à créer une marque qui n'en était pas une, c'est-à-dire une marque qui arrive à créer une place sur le marché. Je dis qu'elle n'en était pas une parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, le marché est comblé. Hein. Il y a beaucoup de marques sur beaucoup de sujets, en accessoires, en maroquinerie, en chaussures, en denim. Tout le monde fait tout et tout est possible en termes de produits. Donc, il y a une pléthore de choix. Et la difficulté, c'est d'arriver à trouver sa différence ou arriver éventuellement à créer des choses qui aient un sens. Et je pense que la recherche de sens, pour la mienne, c'est d'arriver à me réconcilier avec mes propres valeurs, arriver à garder ma passion dans le métier de la mode tout en me réconciliant avec ses dysfonctionnements, c'est-à-dire l'impact environnemental des vêtements qui est catastrophique, le gâchis monstrueux qu'on fait et évidemment la façon de consommer. Et moi, depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années au moins, et par l'âge, la maturité dans ma façon de consommer, et également par le fait d'y travailler, je pense que j'ai effectivement eu envie de consommer très différemment. J'ai été éduqué comme un végétarien proche de la nature avec des convictions très fortes et elles sont revenues à la surface avec l'envie finalement si je travaille dans la mode, d'arriver à proposer un nouveau système et de manière assez cohérente. Dans l'ère du temps aujourd'hui, l'économie circulaire est une révolution en marche, une révolution difficile, mais c'est une révolution quand même. C'est-à-dire qu'on est dans un système où on a conscience qu'il faut changer les codes, qu'il faut changer la façon de travailler. Et la question, c'est comment y arriver et comment garder un certain nombre de choses qui sont précieuses aujourd'hui dans une start-up ou dans une entreprise de mode, c'est-à-dire être rentable, arriver à croître, faire de la croissance. Je vois que tu souris, mais c'est des choses fondamentales qu'on se pose comme question. Parce que si on ne tient pas le modèle, s'il n'est pas viable, finalement, on est un artisan qui travaille dans son coin, mais on ne peut pas développer sa marque avec une amplitude telle qu'on veut tous aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière... Premier pilier économique, effectivement, dans le développement durable, donc c'est important de le garder à l'esprit. Et du coup, pour en revenir à Annie, là, ce qu'on voit au global, c'est ta raison d'être. Donc, le concept qui est assez bien synthétisé, mais si tu peux le développer justement sur ce qui t'a poussé, tu es en train de le dire là, sur la raison d'être de Annie par rapport à, enfin, même pas par rapport à, mais pourquoi Annie et la raison d'être en détail. Oui, pourquoi Annie? Parce que je cherchais un moyen de créer une marque qui limite au maximum son impact environnemental. C'est-à-dire, en fait, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il est possible de créer des vêtements désirables tout en éliminant le maximum l'impact environnemental de nos vêtements? Et je me suis donc intéressé à ce qui, après une analyse des différentes façons de faire, c'est-à-dire des différentes initiatives écologiques qu'on a tous, le coton écologique, les possibilités d'intégrer et de mixer nos produits ou de les faire de manière locale, etc., etc., je me suis dit que la solution la plus importante, pour moi et pour Annie, était d'arrêter de produire de la matière. C'est-à-dire que mon premier statement, c'était ne rien produire.
pas confondre avec ne pas fabriquer, bien sûr, parce que je fabrique des vêtements, mais ne rien produire, c'était dire, finalement, dans ce qu'on regarde, quand on regarde un produit, l'essentiel de son impact vient de la production de matière, et notamment le coton, qui, moi, est ma principale ressource, puisque je fais des jeans, ou que je fais du jersey, que je fais des vêtements. Je suis très peu viscose, je suis très peu polyester, voire pas du tout même. J'ai donc considéré qu'il fallait s'intéresser à une première promesse qui consistait à ne pas produire de matière, ne rien produire. Et pour ne rien produire, évidemment, on tombe dans l'upcycling, c'est-à-dire la transformation. J'ai à partir de là imaginé deux voies. La première qui consistait à transformer des vêtements usés, des jeans Levi's sourcés en France ou ailleurs, qui sont beaux évidemment, qui sont triés, nettoyés, réparés, transformés, refités et ensuite embellis. Et la deuxième ligne est une ligne qui, elle, que j'ai lancée ensuite, depuis 6 mois, un peu plus de 6 mois, et qui, elle, est une ligne à partir de matières dormantes. Alors, on est d'un côté, avec les vêtements usés, dans une série artisanale faite ici à l'atelier par des couturières au centre de Paris, qui travaillent à la main, des pièces uniques, en série limitée. Et de l'autre côté, on est sur un sourcing de matières dormantes que je cherche auprès des tisseurs, auprès des usines, auprès des filateurs, et qui me permet de produire en usine cette fois-ci des séries, je dirais, de manière plus traditionnelle, plus commerciale aussi, avec la matière à plat qui me permet d'exercer tout ce que je peux dans mon métier, c'est-à-dire des nouvelles formes, des nouvelles possibilités, des nouveaux fits, etc. Évidemment, la transformation dans l'upcycling, la transformation du vêtement usé pose un certain nombre de contraintes et ne permet pas de faire des séries. Et aujourd'hui, lorsque je veux développer un marché, j'ai besoin, dans mon business model, pour qu'il puisse être viable, d'avoir ces deux lignes, un équilibre entre des vêtements transformés, artisanaux, et des vêtements à partir de matières dormantes qui ont l'air neufs, mais qui le sont qu'au travers de leur fabrication, puisque la matière elle-même avait déjà été produite, soit pour d'autres clients, soit qu'elle était en stock, soit qu'elle était même, je dirais, un second choix, donc destiné à être jeté ou à être revendu sur des marchés secondaires, parce qu'elle n'était pas conforme à la production des marques. C'est Alors, ça, Marrage Dani. tu as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, mais du coup, on a compris le concept au global avec tes deux flux. Quels sont les challenges que tu rencontres du coup sur ces deux flux, ou enfin l'un ou l'autre, bref, mais quels sont les challenges que tu rencontres dans cette façon de travailler? Le premier challenge évident et le principal, je dirais que c'est le sourcing. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été extrêmement long de trouver les ressources pour la partie matière dormante, évidemment. Elle n'existe presque pas quand on va en Europe, chez des bons filateurs, quand on va dans des belles usines, parce que je cherche des choses de qualité. On va finalement se retrouver avec des fins de rouleau, des fins de stock, mais elles sont rarement avec un gros potentiel. La vraie difficulté, c'est effectivement de trouver ça, c'est de trouver la matière. C'est de l'autre côté aussi de trouver, par exemple, des bons jeans usés qui peuvent être transformés, qui restent beaux, de qualité. C'est dans une poubelle, dans une benne, il y a du très bon, il y a du bon, il y a du très mauvais. Et en général, les choses de qualité sont rares. C'est exactement ça que je retrouve dans mon sourcing. C'est très long à faire, très très long. J'ai passé 1 an à mettre en place le sourcing. Et en plus, il est, je dirais, vivant. Il évolue chaque fois. Je rate chaque semaine des occasions parce que quand on ne réagit pas et qu'on m'appelle, j'ai eu cette semaine une occasion d'acheter 3000 mètres de denim. Je n'ai pas pu les acheter parce que j'ai réagi 24 heures trop tard. Il faut être extrêmement réactif, sinon c'est des marchés secondaires qui vont réagir et qui vont les acheter avant. Ce n'est pas d'ailleurs une considération économique. Hein. Mes produits sont à un prix, je dirais, premium luxe et ils ne sont pas chers pour des raisons variées, parce qu'ils coûtent cher à produire, parce qu'ils coûtent aussi cher, voire parfois plus cher que du neuf. Mais c'est vraiment la difficulté à trouver les partenaires qui vont jouer la confiance. Ce qui change en ce moment, c'est qu'effectivement, il y a un petit écosystème qui reste gentil pour l'instant et qui se met en place, qui peut aider les marques, ou un état d'esprit, en tous les cas chez les usines, qui permet effectivement de s'ouvrir sur cette façon de travailler. Et j'ai l'impression qu'à la fois chez le client, comme dans l'écosystème de la mode, il y a quelque chose qui s'éveille. Mais la première question, c'est effectivement le sourcing. La deuxième question, la deuxième problématique, c'est une problématique qui est commune à toutes les marques, c'est la problématique du BFR, la problématique du financement. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de particulièrement typique à l'économie circulaire. Tout le monde le rencontre, et donc je n'en ferai pas un cas particulier, mais ça reste une problématique importante. Et je dirais enfin la troisième, celle que j'ai découverte en déroulant une fois devant mon client, c'est que d'une certaine manière,
il faut bien comprendre qu'une marque, qu'elle soit upcycling ou pas, la question la plus importante, c'est la désirabilité du produit. Finalement, aujourd'hui, il y a une évolution du marché, mais les clients vont toujours acheter un produit qui leur plaît. Et donc, il faut un produit qui est beau, qui convienne au marché, etc. Mais d'une certaine manière, j'ai remarqué, par exemple, que la créativité très forte que je voulais dans le laboratoire créatif du Lévis, qui est transformé parce que l'upcycling donne des possibilités. On fait des embellissements assez incroyables, on fait des pièces uniques assez fortes. Finalement, j'ai aujourd'hui une ligne qui est très créative, une autre qui est un peu moins, celle qui est faite en usine. Et je m'aperçois qu'effectivement, une des difficultés, c'est d'arriver à trouver la bonne dose de créativité dans l'upcycling et d'arriver à trouver la bonne façon de travailler pour que le client considère la différence de la marque et en même temps se soit à l'aise pour porter son vêtement au quotidien. Alors du coup, en termes de design, est-ce que c'est quand même, il y a plus de possibilités en termes de cycling, en termes justement de créativité? Du coup, tu joues plus avec ça ou par rapport à alors sans faire de mauvais jeu, mais du standard ou du conventionnel? Alors moi, je suis plus du tout dans le standard aujourd'hui parce que j'ai effectivement là-dessus, sur la question de l'upcycling, une autre ligne directive et que la création d'Annie est très différente du territoire de Maison Standard. Mais on a quand même des vieux réflexes, comme j'imagine que tu le penses. Et effectivement, il y a quelque chose qui se passe au niveau du jean. C'est-à-dire que moi, le marché du jean et l'idée de l'ADN d'Annie, je ne voulais pas que ce soit une marque hippie, éco-responsable, enfin tous ces mots-là qu'on attache aux marques. Je voulais être une marque de jeans désirable avant tout. Et l'upcycling, la circularité est dans notre ADN, mais je ne voulais pas qu'elle transpire évidemment de nos vêtements. Parce que pour moi, un vêtement désirable, ce n'est pas quelque chose qui est forcément tout de suite vu comme éco-responsable. Pour répondre à ta question, oui, je crois que quand on a devant nous des pièces à récupérer, à transformer, quand j'ai des t-shirts troués, quand j'ai des vestes tachées, ça me donne effectivement des idées nouvelles, moi et mon équipe évidemment. Et avec les stylistes, on invente des choses qu'on n'aurait jamais fait autrement. Alors évidemment, aujourd'hui, dans l'industrie de la mode, on a aujourd'hui n'importe qui, de la fast fashion au luxe, une des possibilités et des collections qui sont extrêmement créatives. Je ne te vois plus, mais j'imagine que vous me Ah, voyez. oui, on te voit encore. J'ai juste enlevé le partage de l'écran. Et, et donc, l'upcycling reste quelque chose qui est aujourd'hui, qui devrait être très créatif. Mais c'est vrai qu'on a des possibilités très différentes avec la transformation des Levi's, avec la transformation par rapport à ce qu'on a en usine, parce qu'on fait tout à la main et parce qu'en fait, c'est extrêmement direct. C'est notre atelier qui fabrique, qui produit et la créativité est assez instantanée. Par exemple, moi, ce que je trouve de très créatif, c'est d'arriver à avoir des pièces différentes les unes des autres dans une même série. Parce que du coup, on propose aux clients des produits uniques. Ça, je trouve ça génial. Dès qu'on arrive à l'uniformisation dans l'usine, je trouve ça créatif sur un sample, mais une fois qu'on a la série, on se dit ah ouais d'accord, c'est pas la même chose. Et je trouve qu'il y a quand même un effet comme ça qui fait que l'upcycling a cette chance-là qui permet de faire quelque chose d'assez unique et d'assez nouveau. Par exemple, dans notre développement, on a imaginé des pièces en patchwork, quelque chose qui serait impossible à faire en usine. On va sourcer des vieilles tapisseries du XVIIe et XVIIIe siècle au Puce de Saint-Ouen. On les retourne, on les gratte, on les nettoie bien sûr, et ensuite on les découpe pour faire des pièces sur des jeans et sur ce qu'on voyait d'ailleurs sur le site tout à l'heure, et sur des vestes en jean. Et on arrive ainsi à avoir des choses qui s'approche du costume, qui s'approche de quelque chose d'assez extravagant, mais qui reste très belle, ou qui reste en tous les cas unique, et chaque pièce est différente des autres. Je pense qu'aujourd'hui, si l'upcycling peut proposer une expérience différente aux clients par rapport au reste de l'industrie, c'est ça, c'est proposer quelque chose, une expérience de produit, une expérience de marque qui reste différente, artisanale, différente des autres. On est bien d'accord. Du coup, je vais passer aux questions qu'il y a dans le chat pour pas trop monopoliser non plus. Une question de Lily. Pour revenir sur votre système de sourcing, vous faites du rachat d'anciens jeans et de rouleaux invendus. Vous ne repartez pas de la fibre. On est bien d'accord, c'est ça. C'est vrai, absolument. Je fais du rachat et je fais de la collecte de jeans. La collecte étant plus difficile, mais elle reste quand même, ça fait peut-être 5% de mon sourcing. Par contre, effectivement, non, je ne fais pas encore la fibre. Alors la fibre, je me suis beaucoup intéressé, évidemment, parce que j'ai des centaines de jeans qu'aujourd'hui, lorsqu'ils ne sont pas en condition, je les donne à Emmaüs, par exemple, parce que j'aime bien les actions solidaires.
Et la fibre, la problématique qu'elle pose, mais elle est c'est extrêmement intéressant ce qu'on va pouvoir faire dans les années à venir, c'est qu'il faut une grosse quantité de jeans pour pouvoir transformer. C'est-à-dire qu'il me faudrait par exemple 500 jeans, je pense que c'est à peu près la quantité qu'on m'a demandé récemment en France, pour transformer la fibre dans mes jeans, dans une nouvelle fibre qui me permettra ensuite de faire soit des t-shirts, soit des pulls, soit peut-être des nouveaux jeans. Mais effectivement, cette notion-là n'est pas encore intégrée chez nous. On n'arrive pas à amasser autant. Et puis, c'est un système qui est un peu différent de notre façon de travailler. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est quelque chose qui reste on the side, mais qui reste une possibilité parce qu'on collecte beaucoup. Ça marche, merci beaucoup. Du coup, sur un sujet dont on parlait un peu tout à l'heure, la collaboration, une question d'Anaïs. Êtes-vous ouvert pour travailler avec d'autres marques que Levi's? Alors, moi, je ne travaille pas avec Levi's pour corriger un malentendu. J'ai essayé de faire une collaboration, un co-branding avec Levi's, étant encore jeunes dans la marque, on n'a pas vraiment trouvé la forme de la collaboration idéale. Ils ont eux-mêmes des projets très importants sur l'upcycling et donc ils font leurs propres expériences et donc ils sont pas tout à fait ouverts, à part les petits laboratoires et les jeunes qui vont proposer des choses. Et il y a des collaborations bien sûr. Et d'ailleurs, on a des amis chez RISAP qui ont fait une collaboration avec eux. Non, on n'a pas fait de collaboration. Par contre, on a l'autorisation d'opérer et de transformer les jeans avec le label Levi's, en posant d'ailleurs mon label Annie dessus, mais c'est pas une collaboration. Par contre, on est évidemment ouvert à faire des collaborations. J'en fais une en ce moment avec Mon Chichi, qui n'est pas une marque, mais qui est quand même un nom important, puisque c'est un nom d'une peluche japonaise qui est vintage. J'aime bien l'inspiration vintage dans notre univers. Et pour la petite histoire, pour ce qui est des vêtements usés, ce ne sont pas des collaborations, c'est du sourcing. C'est-à-dire que notre travail, comme les autres créateurs, c'est d'arriver à se retrouver dans des entrepôts ou des wholesalers de vintage et de sélectionner et d'acheter des jeans vieux de 20 à 30 ans. Dans ce lot, on trouve les Levi's et les autres marques. Parce que le Levi's prend 80% ou 90% de la masse des jeans aujourd'hui. Ça va changer. Dans 10 ans, ce sera du Zara. Et on le voit déjà arriver. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, quand j'achète des jeans, j'achète des Levi's et en général plutôt des 501. Quand on va dans les autres marques, elles sont toutes mélangées. Et donc, on va trouver des formes qui sont pas les unes pareilles aux autres. Elles sont toutes différentes. Les toiles sont différentes aussi. C'était plus facile pour moi de travailler avec une bonne base et une belle toile. C'est pour ça que je me suis dirigé vers les Levi's. Mais les Wrangler, les Lee et les autres me plaisent tout autant. Je n'ai pas de problème là-dessus. D'accord, donc il y a pas, t'es pas limité au Levi's, entre C'est guillemets, c'est un choix au le départ, marché, mais c'est le ça marché marche, qui fait. effectivement, je comprends. Alors, j'ai perdu mes questions. Ah oui, ça y est. Une autre question, alors revenons plutôt sur la période maison standard avec Théophile qui a une question. Question rapide en regardant le site de Maison Standard, quand vous abordez le point de EcoWash pour les denims, est-ce que c'est seulement par l'utilisation de machines type Gynologia ou Tonello ou par des lavages GOTS ou par autre chose? À quoi correspond aujourd'hui la mention EcoWash chez Maison Standard? Alors, je suis très gêné par la question et je m'excuse avant tout auprès de la personne qui l'a posée parce que je ne peux pas aujourd'hui parler au nom de Maison Standard. J'en suis sorti de manière opérationnelle. Je reste actionnaire, mais je ne peux pas parler au nom de Maison Standard. Il me semble que EcoWash, chez Maison Standard, correspond, comme chez beaucoup de marques, correspond à une économie d'eau. Beaucoup de gens aujourd'hui, et je le dis parce que je suis concerné, j'ai moi-même, pour parler avec les usines, des difficultés parfois à trouver la meilleure façon de délaver ou de colorer. Euh, et finalement, on voit bien que la première option qu'on nous propose, c'est souvent une petite économie d'eau ou un système qui s'est mis en place. Elles sont rares, les usines, et je les connais notamment chez Maison Standard, qui ont les capacités à faire autrement. D'ailleurs, le délavage ne se fait pas dans l'usine. Certaines usines très grandes, je me rappelle à l'époque chez Maison Standard, on en avait une qui était au Maroc, qui avait son propre centre de délavage intégré, mais c'est assez rare. En général, elles sont à 10, 15 km de l'usine, et c'est donc pas de leurs propres mains. Il y a aujourd'hui des efforts pour limiter les produits chimiques. Il y a aujourd'hui des efforts pour utiliser moins d'eau. Mais de manière générale, je trouve que c'est encore très lent et que ce n'est pas bien mis en place. En Asie, par ailleurs, on trouve des choses beaucoup plus fortes, bizarrement, mais il faudra aller au Vietnam pour faire ces jeans. Ça marche. Une dernière question de la part de Clément. On revient sur le modèle d'Annie aujourd'hui. En parlant de sourcing justement des 501 de 20 à 30 ans, pour avoir une quantité suffisante pour faire une collection, cela prend combien de temps? Au début, tu avais mis 1 an pour mettre en place ton sourcing. Maintenant que ça roule, on va dire ça comme ça, combien de temps ça te prend en termes d'appro-matière, on va dire, quand tu veux sortir une nouvelle collection? Sur la partie upcycling, du coup.
Alors, sur la partie upcycling, c'est très rapide, en fait, parce que à partir du moment où on trouve la matière, les choses sont simples. C'est-à-dire que moi, j'ai un atelier en place, j'ai des couturières. Si l'idée est en place, on la fait. C'est comme le cuisinier qui ouvre son frigidaire. Il découvre des choses et au moment où il découvre, il invente sa recette. C'est exactement ce qui nous arrive. Moi, j'ai acheté des lots de t-shirts parce que j'avais besoin de jersey et que je ne trouvais plus en usine des matières dormantes dans les bonnes couleurs, le blanc, le noir. J'ai acheté des lots qui étaient défectueux. J'ai acheté d'ailleurs à Los Angeles. Ils sont troués. Et ben, j'en fais des programmes de repair et j'ai trouvé des chutes de toiles de Jouy et en ce moment je fais des t-shirts avec des toiles de Jouy. Donc c'est assez rapide. Maintenant, ce qui est plus long dans l'upcycling, c'est évidemment la fabrication, puisqu'on met beaucoup plus de temps à faire un t-shirt qu'en usine. De manière générale, pour répondre à la question quand même, il faut une collection au moment où elle s'envisage, où on lance un échantillon, où elle se met en production, que ce soit l'upcycling ou l'usine, je dirais qu'un minimum de 3 à 4 mois est nécessaire pour arriver à faire les choses bien, c'est-à-dire bien concevoir, bien mettre à plat, bien concevoir un premier échantillon, le faire porter, l'essayer, le régler, le mettre en photo. Voilà, c'est assez long. Et ensuite, il faut faire la série. Effectivement. Et je te remercie beaucoup pour ton échange, effectivement, et puis